très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous avec l'actualité politique près de chez vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et on va commencer avec le sénateur du jour. C'est Philippe Dominati, le sénateur de Paris rattaché au groupe Les Républicains. Dans une demi-heure, l'invité politique Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et puis enfin, dans le club des territoires qui sera consacré au municipal, nous parlerons notamment de l'impact de la crise sanitaire et économique sur la campagne et le second tour du scrutin. Mais avant cela, voici les principales informations de ce mardi 9 juin. Christophe Castaner annonce une série de mesures contre le racisme et les violences policières. Suspension systématique pour chaque soupçon avéré de racisme, selon les mots du ministre. Abandon de la méthode dite de l'étranglement. Il prône une tolérance zéro. De nouvelles manifestations sont prévues ce soir à 18h dans plusieurs villes de France. Un plan de soutien à la filière aéronautique est présenté ce matin. Son montant total pourrait atteindre 10 milliards d'euros. Parmi les mesures attendues, un dispositif de chômage partiel de longue durée et des mesures de soutien aux PME sous-traitantes. Le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi de la République En Marche qui vise à mieux protéger les victimes de violences conjugales. Mais les débats risquent d'être parasités par un récent décret du gouvernement accusé de rendre plus difficile la protection des femmes victimes par la justice. Et on débute donc avec le sénateur du jour. Bonjour Philippe Dominati. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur de Paris, rattaché au groupe Les Républicains. On va commencer avec cette actualité, ces manifestations contre les violences policières, le racisme. Emmanuel Macron qui demandait des réponses rapides. Christophe Castaner a apporté une première réponse hier concernant ces violences policières et cette lutte contre le racisme. On regarde ça avec Jonathan Dupriez. L'exécutif n'aura mis que quelques jours à réagir. Au cours d'une conférence de presse, Christophe Castaner a dévoilé une batterie de mesures pour endiguer le racisme et les violences policières. Le ministre de l'Intérieur a fermement prôné une tolérance zéro sur ces sujets au sein des forces de l'ordre. Quand on porte l'uniforme bleu de la loi, on ne se situe jamais au-dessus d'elle. On se doit, au contraire, plus encore que d'autres, d'être exemplaire. Alors, je veux une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre. D'autres mesures plus techniques ont également été précisées par le locataire de la place Beauvau. Réforme de l'IGPN, la police des polices, renforcement des mesures disciplinaires en cas de propos ou d'actes racistes au sein des forces de l'ordre, ou encore abandon de la méthode d'interpellation controversée, dite de l'étranglement. La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou. Emmanuel Macron avait réclamé lundi au gouvernement des propositions rapides pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre, alors que les manifestations dénonçant le racisme et les violences policières se sont multipliées dans l'Hexagone. Philippe Dominati, est-ce que vous approuvez la réponse de Christophe Castaner ? Oui, je trouve qu'il a raison d'être vigilant. C'est le rôle du pouvoir politique d'être vigilant concernant les forces de l'ordre et l'armée. Pour autant, il y a la méthode. Et en réalité, la méthode, c'est que depuis 8 ans, les socialistes dirigent la police nationale. Ce sont les mêmes. Depuis François Hollande, le ministre était Emmanuel Macron pour la bourse, pour les moyens qui ne sont pas mis depuis des années et des années concernant les forces de l'ordre. Gérard Collomb, Christophe Castaner, ce sont des ministres qui ont voté depuis 8 ans les budgets de la police et qu'ils se réveillent aujourd'hui prouve un malaise lié au commandement. La police française, pour moi, je travaille avec elle presque tous les jours en tant que rapporteur du budget de sécurité, n'est pas du tout raciste à cause de sa diversité, à cause de son recrutement. Par contre, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on a réduit le temps de formation des agents de police, on a réduit le temps de formation à cause de la crise du terrorisme, mais aussi à cause des diverses crises qui ont eu lieu depuis, et il n'y a pas de commandement
Le commandement, il est très volatile. Il y a eu 6 ministres de l'Intérieur en l'espace de 8 ans. Je crois 4 préfets de police, 4 directeurs généraux de la police nationale. Ça fait beaucoup. Mais vous faites un lien entre ordre, les moyens... contre-ordre. En permanence, il y a un problème de gestion de la police municipale. Et effectivement, cette gestion peut être contestée. Il n'y a pas eu de réforme de structure faite depuis des années. Les policiers, on sait qu'il y a un malaise. Et on essaye là de prendre un sujet pour ne pas parler des malaises de la police et de la gendarmerie. Vous faites un lien entre les moyens alloués à la police et la gendarmerie et ce qui se passe aujourd'hui? Qui faiblissent année après année. Au Sénat, on le dénonce à chaque budget. Avant, le budget récent augmente les moyens de la police et de la gendarmerie, augmente les effectifs. Non, il augmente comme chaque année, le budget de l'État augmente chaque année, si vous voulez. Mais maintenant, la droite a baissé les effectifs de police et de gendarmerie. Le fonctionnement et l'investissement, en 10 ans, est passé de 20% du budget à 11%. 11% pour les voitures, pour les locaux, pour les investissements, il n'y a plus rien. Et donc, les malaises dans la police existent depuis longtemps. Mais est-ce que ce n'est pas la droite qui a baissé les effectifs et ce gouvernement qui essaye de les remonter? Oui, c'est un faux problème. Parce que baisser les effectifs, on peut les augmenter si on met les moyens. Mais si on augmente les effectifs au détriment des moyens, si je crée 3 postes et que je supprime une voiture, ça ne veut rien dire. Or, c'est ce qui est fait depuis 8 ans dans la police nationale. C'est-à-dire, on a créé des effectifs, ce qui est vrai, parce que lorsque la droite baissait les effectifs, il y avait une crise financière, il n'y avait pas la crise du terrorisme, mais sous prétexte d'augmenter les effectifs, on les a augmentés au détriment des moyens. Et donc c'est pour cela que c'est un leurre. Et ce malaise sur la formation, sur l'encadrement, sur les moyens, eh bien on essaye de le dévier parce qu'on n'arrive plus à gérer. On sait qu'on est dans une institution en crise et on n'ose pas gérer la crise. Pourquoi on n'ose pas gérer la crise, vous dites? Parce que d'abord, il n'y a pas eu de réforme de structure. On n'ose pas faire. On n'a plus les moyens pour proposer quelque chose. Alors on va de prime en prime. On dit on va vous payer la moitié des heures supplémentaires. On va accorder ceci et cela. Mais ça ne fonctionne plus comme ça. Et dire qu'il y a un problème de racisme dans la police, c'est faux. Parce que pour avoir travaillé, je dirais encore une fois, tous les citoyens qui rencontrent les policiers savent très bien que par la formation et le recrutement de la police nationale, la diversité est totalement respectée. Par contre, effectivement, qu'il y ait des dysfonctionnements dans l'encadrement et cette affaire sur Facebook est peut-être une affaire qu'il faut approfondir, effectivement, on a besoin de faire en sorte que le pouvoir politique effectivement réagissent et essayent de reprendre le contrôle. Il a perdu le contrôle sur ce sujet pour vous, le pouvoir politique? Non, peut-être pas. J'espère que non. J'espère que non. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup trop de changements des dirigeants. Le dernier directeur général de la police nationale est parti avant, je dirais, la fin de son mandat. La préfecture de police à Paris, on voit très bien que c'était une institution qui flotte et qui ne marche plus très bien. Ça fait des années qu'on le dit, moi je suis élu parisien, ça fait des années, l'avant-dernier préfet a été limogé, le préfet actuel pensait que les gens qui prenaient le Covid le prenaient parce qu'ils étaient imprudents, donc en réalité on sent qu'il y a des malaises, et le chef de l'État, moi j'ai écrit 3 fois au chef de l'État. Ça veut dire quoi, qu'il faut changer ces postes de commandement, il faut changer les personnes Non, ce n'est pas les personnes, ce sont les structures qui sont en cause. Les personnes, elles mettent beaucoup de cœur à exercer, à essayer de bien faire leur métier. La plupart du temps, vous rencontrez des fonctionnaires de l'État très motivés pour essayer d'assurer la sécurité des citoyens et essayer de faire leur job avec les moyens qu'ils ont. Donc l'encadrement, c'est qui? C'est Christophe Castaner qui ne donne pas les bonnes consignes? Écoutez, l'encadrement, c'est d'abord faire un temps plus important pour la formation, alors qu'on a passé notre temps, ces dernières années, à réduire le temps de formation, soi-disant pour faire des effectifs et pour les mettre le plus rapidement possible sur le terrain. C'est probable, mais la crise est passée, maintenant on a le temps de refaire de la formation. Lorsqu'il dit on va empêcher les gestes d'étranglement, il serait temps peut-être si ces gestes sont dangereux, mais c'est dans la formation. Christophe Castaner s'est exprimé hier. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit le faire à son tour?
Écoutez, le chef de l'État doit s'exprimer peut-être, mais enfin sur un certain nombre de sujets, encore une fois structurels. On a parlé du renseignement intérieur. Il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis 3 ans. On a parlé de la préfecture de police et de la région Île-de-France. Il devait y avoir des réformes structurelles pour adapter le périmètre de la préfecture de police avec le périmètre du Grand Paris. Rien n'a été fait depuis 3 ans. Donc moi je veux bien qu'il s'exprime, mais ce qu'on aimerait c'est un peu d'action. Emmanuel Macron qui a demandé à Nicole Belloubet de se pencher sur le dossier d'Adama Traoré. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, c'est il y a 4 ans. Non, je crois que c'est à peu près ça. Mais pour vous qu'Emmanuel Macron demande ça, ça ne pose pas un problème de séparation des pouvoirs? Bah si, c'est un problème de séparation des pouvoirs. Je veux dire, l'État, on donne le sentiment que l'État doit rattraper un retard injustifiable. C'est un peu ça. Pourquoi le président de la République a besoin d'intervenir auprès du garde des Sceaux pour dire ça va pas assez vite? C'est étonnant. Jacques Toubon, le défenseur des droits, a rendu hier son rapport annuel. Il pointe une crise de confiance des citoyens à l'égard des forces de sécurité. Vous êtes d'accord? Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de vraie crise de confiance à l'égard des policiers. Il y a un malaise dans les instructions données par la police. Mais je pense que la plupart du temps, les citoyens sont plutôt contents de leur police. Allez, on va passer à ce qui se passe au Sénat et à cette crise sanitaire qui a eu des conséquences sur les réformes et le travail du Parlement. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Fanny Conquis. Bonjour Fanny. Bonjour Oriane, bonjour Philippe. Bonjour. Et Fanny, la crise, on le disait, a eu des conséquences sur les réformes et notamment celle des retraites. Que devient-elle? Oui, effectivement, avec le début du confinement le 16 mars dernier, eh bien, toutes les réformes ont été suspendues, y compris la très sensible réforme des retraites. Avec le déconfinement, le sujet pourrait donc revenir sur la table. Dans la presse, on lit qu'Emmanuel Macron pourrait envisager de la mettre en œuvre, même de façon partielle, car cela faisait partie de son programme de campagne. Alors, faut-il maintenir cette réforme des retraites dans le contexte actuel? Je vous propose d'écouter Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche. Il était sur RTL ce week-end. Je ne suis pas pour la jeter, j'espère m'être exprimé clairement devant vous aujourd'hui. Mais en revanche, je suis pour être souple sur le calendrier. Elle nécessitera d'être instaurée avec beaucoup de dialogue. Force est de constater qu'il y avait un grand nombre de points de blocage, vous l'avez rappelé vous-même. Et donc, je suis ouvert sur le calendrier et c'est ça qu'il nous faut réfléchir pour les prochaines semaines. Alors on sait qu'Emmanuel Macron a envoyé une lettre au président du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental pour réfléchir à des propositions pour la fin du quinquennat, une démarche de concorde nationale selon le président de la République. Alors est-ce le bon moment pour remettre sur la table cette réforme qui avait suscité une mobilisation record il y a quelques mois? N'est-ce pas contradictoire avec cette volonté de concorde nationale du président de la République dans les circonstances actuelles? Écoutez ce qu'en pense le sénateur socialiste Rémi Féraud. Il était sur notre plateau hier matin. Il va falloir que le gouvernement et le président de la République choisissent ce qu'ils veulent faire. Soit c'est la concorde nationale, soit c'est à nouveau de provoquer, de créer beaucoup de tensions dans la société. Alors adopté à l'Assemblée nationale début mars en ayant recours à l'article 49.3, le texte de la réforme des retraites devait arriver au Sénat en avril. Pour l'heure, rien d'inscrit à l'agenda. Et du côté de l'Élysée, on semble vouloir maintenir le flou. Merci beaucoup Fanny, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette réforme des retraites? Est-ce qu'il faut l'abandonner pour vous, Philippe Dominati? Non, elle est nécessaire. La réforme des retraites est nécessaire. Le problème est de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, ce qu'il y a dedans, depuis 3 ans, c'était un sujet emblématique de la campagne présidentielle. Le président de la République a nommé un haut commissaire aux retraites, et après il en a fait un ministre. Après le ministre est parti, il y a eu un autre ministre. Et là, on parle de la précipitation des municipales, parce qu'on parle d'un nouveau souffle, d'une deuxième étape du quinquennat. Et donc, avec quel gouvernement, la réforme des retraites? Moi, j'aimerais savoir. On parle de changer éventuellement l'équipe gouvernementale. Alors, est-ce que ce sera le même ministre? C'est peut-être prématuré de parler de la réforme de retraite si on ne sait même pas quelle est la deuxième étape du quinquennat. Mais est-ce que c'est une Puisque réforme dans la première, en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Et ça a échoué. Alors peut-être que c'est la même équipe qui va faire la réforme des retraites, ou on va encore passer 2 ans à se concerter, à nommer un haut commissaire à ceci ou à cela pour discuter. Donc franchement, je suis très sceptique sur la réforme des retraites. Est-ce que c'est uniquement une question d'équipe, ou est-ce que dans le contexte actuel où Emmanuel Macron appelle à la concorde nationale, c'est le genre de réforme qu'on peut mettre sur la table? Écoutez, l'appel à la concorde nationale, c'est le rôle du président de la République, mais dans les faits,
Il n'y a même pas la concorde à LRM. Il a perdu la majorité à l'Assemblée nationale, la création d'un groupe parlementaire parce qu'il n'a pas réussi à convaincre les députés. Il y a le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui demande le départ du Premier ministre. Donc je ne sais pas si c'est de la concorde nationale, mais il écrit une note pour dire il faut changer de Premier ministre. Et il en suggère quelques-uns. Dans les deux plus grandes villes de France, à Paris et à Lyon, il y a 2 candidats LRM aux élections municipales dans une participation totalement atone, on en reparlera tout à l'heure, presque scandaleuse. Et donc parler de concorde nationale dans ce contexte, on a besoin de retrouver des bases et des assises. Mais ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, la majorité, elle est trop affaiblie pour lancer des réformes, pour vous? Elle est plus qu'affaiblie. On va attendre le second tour des élections municipales. Mais où est passé le parti présidentiel? Regardez dans toutes les grandes villes de France ce qui se passe, où est passé le parti présidentiel. Il y aura 5% des municipalités qui auront choisi une équipe municipale issue du parti présidentiel. Les gens n'ont plus confiance. Il faut d'abord retrouver la confiance avant de parler de concorde nationale. Donc ça veut dire qu'il ne pourra rien faire d'ici la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron? Écoutez, il pourra faire des choses. D'abord, il y a à gérer une situation dramatique, économique et une récession. Bon, j'espère qu'il fera des choses. Il a été élu pour ça. Il a suscité l'espoir. Il y a des réformes à faire. Mais les réformes territoriales ne sont pas faites. Réforme constitutionnelle n'est pas faite. Réforme audiovisuelle n'est pas faite. La réforme des retraites, ils s'y sont pris de telle manière qu'ils se sont mis les pieds dans le tapis tout seuls. Je dirais, on sait qu'il y a une réforme structurelle à faire pour la réforme des retraites. Des élus de l'opposition comme moi étaient éventuellement partisans sur un certain nombre de volets de la réforme. On le regardait avec, je dirais, intérêt parce qu'on sait qu'il est nécessaire de faire quelque chose pour les générations futures. Mais franchement, ils ne savent pas faire. L'amateurisme, quand même, dans ces sujets importants, est trop criard. Et on l'a vu aussi sur le problème de la gestion du ministère de la Santé, lorsqu'on n'a pas les stocks, lorsqu'on n'a pas les chambres, quoi. On parlera de tout ça, mais la réforme des retraites est un sujet trop sérieux pour le mettre sur la table actuellement, alors qu'on ne sait même pas si le gouvernement actuel va rester en place. Et de l'Élysée ou du LRM, on dit qu'on va changer. Alors je voudrais savoir ce que l'on va changer et avec qui. Et parfois c'est bien dommage parce que la confiance a plutôt été du côté du Premier ministre ces derniers temps. Donc vous souhaitez qu'il reste, s'il y a un remaniement, Édouard Philippe? C'est le choix du président de la République. Il lui appartient. C'est un tournant politique ou ce n'est pas un tournant politique. C'est à lui. C'est quand même. Ça a été un bon Premier ministre dans cette Constitution. Mais en tout cas, Édouard Philippe s'est révélé comme étant très pragmatique, comme étant humain, inquiet, gérant, je dirais, les déficiences des uns et des autres. Et il y en a vu pas mal quand même, et donc je crois qu'effectivement il est sorti plutôt renforcé de cette crise, mais je dirais les institutions sont telles qu'effectivement c'est au président de la République de choisir peut-être un tournant politique et on verra ça peut-être un peu plus tard. On va parler de la crise économique, hein. Vous en parliez, 3e budget rectificatif qui sera présenté demain au Conseil des ministres pour aider les secteurs en difficulté et de nouvelles mesures aussi face à la récession qui s'aggrave, moins 11%, face au déficit qui atteint plus de 11%, à la dette supérieure à 120%. Est-ce que le gouvernement prend les bonnes mesures? Écoutez, d'abord, cette crise, malheureusement, cache un échec qui était le programme de rétablissement des finances publiques où la France s'était engagée notamment à Bruxelles pour ne pas continuer dans la dépense publique inutile. Et la France est le seul pays, depuis 7 ans, à avoir continué à creuser le trou, creuser le déficit et creuser la dette en Europe, alors que les autres avaient une gestion plus saine. Et cette crise fait qu'on est obligé, effectivement, de venir au secours de l'économie et on ouvre le carnet de chèques. Et ici, on aura dans quelques jours la 3e loi rectificative avec une dette qui va bondir à plus de 120% du PIB à peu près, un déficit de 170 milliards, peut-être un peu plus. Et donc, effectivement, on est obligé de mais est-ce qu'il y avait d'autres choix que d'ouvrir le carnet de chèques pour Alors moi, ce que j'aimerais pour la crise, plutôt que de donner, par exemple, 7,5 milliards à la compagnie nationale qui se met en grève à chaque départ en vacances pour les salaires des pilotes,
souhaite, par exemple, c'est qu'il y ait une baisse de la TVA, comme en Allemagne, comme en Angleterre lors de la dernière crise financière, pour que ça profite, je dirais, à la consommation et à tous les Français. Et je souhaiterais, moi, pour ma part, une mesure emblématique qui serait la baisse de la TVA de 3 points. On parle de convergence avec l'économie allemande. Madame Merkel est a priori une dirigeante qui a géré un certain nombre de sujets, la crise financière avec le président Sarkozy, la crise du Covid, et puis l'économie allemande, c'est un peu une référence pour nous Français. Et donc le ministre des Finances, Bruno Le Maire, nous parle tout le temps de convergence. Alors là, moi, je souhaite qu'il fasse la convergence et qu'effectivement, comme en Allemagne, puisque ça a été annoncé, il y aura une baisse de 3 points de TVA jusqu'au 31 décembre, c'est un coût, mais au moins tout le monde en profite. C'est pas du catégoriel, venez à Bercy et puis moi, en fonction de la tête du client, je vous ferai un chèque de 7 milliards ou de 3 milliards ou de 5 milliards, un jour à l'aéronautique, un jour à l'automobile, un jour... non, c'est pas comme ça. Est-ce que cette baisse de la TVA, c'est une position qui est partagée au sein de votre parti ? Ah, écoutez, on n'a pas l'impression que en tout cas, moi, c'est partagé par moi et par les libéraux qui animent la droite. Je pense que moins d'impôts, j'espère que c'est encore une valeur. Alors d'abord, moi, je ne suis pas dans un parti, mais j'espère que c'est encore une valeur à LR. C'est vrai qu'il y a trop, à mon goût, d'élus de droite qui sont pour l'interventionnisme économique et l'interventionnisme éthique, et qu'effectivement, ça prête débat à droite. Allez, on va passer ensemble à votre revue de presse avec Fanny Conqui qui revient. Et rebonjour Fanny. Rebonjour. Et on commence avec la une du Parisien. Oui, on commence avec la une du Parisien qui se plonge ce matin dans les coulisses de l'opération sauvetage menée à Bercy pour sauver l'économie mise à rude épreuve pendant la crise et pendant le confinement. Eh bien, au ministère de l'économie, une task force a été créée, une centaine d'experts et de hauts fonctionnaires auprès des régions, des entreprises pour les aider à surmonter cette épreuve grâce au fonds de solidarité ou encore aux prêts garantis. Reportage sur les rouages de cette task force, c'est à lire donc dans le Parisien ce matin. Et puis on va parler des municipales avec cette information révélée par l'Obs. Oui, effectivement. Agnès Buzyn, candidate La République En Marche en difficulté dans la capitale, a tout simplement disparu de certains tracts de campagne de ses colistiers. Regardez, c'est le cas de Gaspard Ganzer, ancien conseiller communication de François Hollande. Il est désormais candidat de La République En Marche dans le 6e arrondissement de Paris. Eh bien, sur son tract, Agnès Buzyn a tout simplement disparu au profit de Édouard Philippe, le Premier ministre. Alors, contacté par l'Obs, Gaspard Ganzer affirme qu'Agnès Buzyn apparaît bien sur tous les documents de campagne officiels. La présence d'Édouard Philippe a simplement pour but de rappeler notre double casquette, explique-t-il. Merci beaucoup Fanny. Une réaction, Philippe Dominati? Pour lui, ça serait peut-être une triple casquette, puisqu'il était porte-parole de François Hollande. Et en réalité, on sait très bien que le souhait d'un certain nombre d'acteurs nouveaux de la scène parisienne, c'est de rentrer dans la majorité municipale avec Anne Hidalgo le plus rapidement possible. Et donc, ça fait partie d'un cheminement. Ce qui est vrai, c'est qu'il est anormal qu'à Paris, la triangulaire, le fait que la liste qui est arrivée en 3e position ne se retire pas pour essayer de contester, je dirais, l'hégémonie de Mme Hidalgo. Ça veut dire quoi, qu'Agnès Buzyn aurait dû se retirer de cette là où elle est arrivée campagne 3e, effectivement, LRM aurait dû retirer ses listes. Et si ça avait été l'inverse, je dirais, LR aurait dû retirer ses listes, là où ils sont arrivés 3e, par exemple, dans le centre de Paris. Mais donc, un accord n'a pas été possible. Un front commun Dati Buzyn contre Anne Hidalgo, c'est ça? Un accord n'a pas été possible et c'est regrettable dans la première ville de France. Mais il n'a pas été possible, ça veut dire qu'il a été envisagé? Il a eu lieu ailleurs. Il a eu lieu dans un certain nombre de villes comme à Bordeaux, comme à Lyon. Et à Paris, ça n'a pas été possible. Mais pas été possible, juste qu'on soit bien clair. Ça veut dire que les équipes d'Agnès Buzyn et de Rachida Dati ont travaillé à cet accord? Non, je pense qu'elles n'ont pas assez travaillé, justement. Si elles avaient travaillé, elles auraient abouti, probablement. Mais ça veut dire qu'il y a des intentions sans doute cachées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de remise en cause de Mme Hidalgo. Intentions cachées de la part de qui? En tout cas des états-majors, en tout cas dans la capitale. On sait très bien que lorsqu'on fait des sondages... Dans le camp de Rachida Dati ou d'Agnès Buzyn? Lorsqu'on fait des sondages, lorsqu'on interroge les Parisiens, ils ne sont pas satisfaits du fonctionnement de la municipalité. Le bilan est mauvais. C'est une réalité. Et les jeux d'état-major à Paris ont fait en sorte que finalement cette municipalité soit reconduite, ou sera reconduite très probablement. Voilà. Mais d'état-major chez les Républicains? Les deux.
Je dirais, en l'occurrence, là, c'était chez LRM. C'est LRM qui aurait pu amener un certain nombre de secteurs pour inverser la majorité municipale. On le sait bien. Les Républicains tiennent à peu près leur secteur. La déficience est venue du parti présidentiel, qui avait 2 candidats, je le rappelle. Et d'ailleurs, les 2 candidats qui ne soutiennent pas, même pour le second tour. Lorsqu'on parle de Concorde, il faut quand même bien se rappeler que même le projet se réclamant du président de la République pour les Parisiens, au second tour, il n'y a même pas d'union. C'est ça la réalité. Et alors, lorsqu'on n'arrive pas à faire cela pour un projet pour les municipales à Paris, eh bien, le mieux serait été peut-être de se retirer là où on n'a aucune chance de gagner. On se maintient et on sait très bien à qui profitera le maintien. Est-ce que cet accord qui n'a pas vu le jour au second tour, vous le souhaitez pour le 3e tour? Est-ce que pour vous... Il n'y a pas de 3e... Oui, je le souhaite, mais au moment de l'élection du maire de Paris, malheureusement que le 3e tour, il y ait une majorité sans problème. Sans problème, je pense que... Mais vous appelez les conseillers élus sous les étiquettes d'Agnès Buzyn et de Rachida Dati à s'unir pour le 3e tour? Vous savez, Monsieur Ganzer, dont on vient de parler dans cet arrondissement, dans le 6e arrondissement du Sénat, du 6e, bon, c'est quand même un socialiste, comme beaucoup de LRM. Je dirais, ils vont se retrouver pour la gestion municipale. Un certain nombre de gens de LRM aujourd'hui, candidats sur les listes de Mme Buzyn, viennent de la majorité municipale de Bertrand de Delanoë et de Anne Hidalgo depuis des années. Il n'y a pas de vraie nouveauté. C'est simplement l'étiquette qui a légèrement changé. D'ailleurs, je pense qu'une partie de l'échec politique d'Agnès Buzyn provient du fait qu'elle s'est positionnée très à gauche et qu'on n'a pas compris la différence qu'elle pouvait éventuellement incarner avec Madame Hidalgo. C'est ça aussi la réalité de l'échec électoral de LRM à Paris. Alors cet accord dont vous parlez, il a eu lieu dans le 5e arrondissement de Paris, une alliance entre la candidate de la République En Marche et les Républicains. Ça pour vous c'est une bonne chose ? Écoutez, ce qu'il y a de clair dans cette histoire, c'est qu'aucun des 2 partis politiques ne comprenait la démarche de la maire sortante et de la nécessité d'essayer d'avoir une équipe municipale face à un autre projet municipal qui est celui de Madame Hidalgo. Je ne sais pas si ça va réussir, mais en réalité, effectivement, les partis, là aussi, ont joué leur rôle et on va voir ce que ça va donner. Et elle a dû claquer la porte, je dirais, face aux 2 formations politiques en même temps. Il faut reconnaître que son parcours dans la période précédant les municipales était un peu erratique. On avait du mal à comprendre vers qui il fallait se pencher. Là, elle essaie de faire preuve de pragmatisme. Ça a été le cas dans le 15e arrondissement. C'est le cas dans un certain nombre d'arrondissements de Paris, où il y a quand même une certaine insatisfaction des Parisiens sur la saleté, sur la circulation, sur l'entretien du mobilier urbain. Il n'y a pas sur la voirie qui est des nids de poules partout. Les pistes cyclables qui, au bout de 18 ans, sont lamentables, quoi. On le sait très bien qu'il y a une insatisfaction, mais malheureusement, il n'y a pas une expression. Ce qui est anormal, surtout dans ces municipales, excusez-moi, c'est le maintien du second tour. Le 28 juin, et de faire les municipales dans ce contexte. Une ville comme Nice, 28% de participation. La légitimité. On dit les élus et les maires sont fantastiques dans cette crise. Mais ça veut dire qu'il aurait fallu reporter ce second tour à la rentrée ? Mais évidemment. Évidemment. On est dans un débat où on n'intéresse personne actuellement. On ne peut pas parler des sujets. Il faut une perche de 1,50 m pour tendre un tract et on n'a pas le droit de faire une réunion de 10 personnes ? Vous parlez de rencontre avec le citoyen. Merci beaucoup. Merci Philippe Dominati d'avoir été avec nous ce matin. Merci dans 2 minutes. De cet échange et à très bientôt. À très bientôt. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Avant cela, on va regarder un extrait d'audition publique, l'émission politique des chaînes parlementaires. Francis Letellier recevait Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie. Elle est revenue sur cette commission d'enquête sur la gestion du Covid que le gouvernement envisage de créer, ce qui crée un malaise, une contestation chez les parlementaires. On l'écoute.
c'est une décision de bonne gestion. Il s'agit simplement de faire un retour d'expérience. Mais pourquoi en même temps ? Sur la façon dont l'administration et dont le politique a géré cette crise. Moi-même, j'ai fait la crise de 2003 sur la canicule. Il se trouve que je travaillais à l'assistance publique Hôpitaux de Paris à ce moment-là. Il se trouve également que j'étais partie prenante de la gestion de la crise de 2008, la crise financière, alors que j'étais à la Caisse des dépôts et consignations. Je peux vous dire que ces deux expériences ont été extrêmement formatrices pour gérer la crise de 2020. Mais il n'y avait pas eu de commission du gouvernement. Mais c'est pas une commission, c'est un retour d'expérience, c'est tout simplement... Il ne faut pas l'appeler commission d'enquête. C'est pas une commission d'enquête gouvernementale, c'est autre chose. Prendre du recul par rapport à l'action publique. Et je crois que les Français seraient très étonnés que le gouvernement n'ait pas cette capacité de recul. Vous entendez la tension que c'est en train de créer avec les parlementaires. Vous entendez la tension que c'est en train de créer, par exemple avec Gérard Larcher, qui se dit stupéfait, qui a cru que c'était une fake news, que le fait que le gouvernement crée cette commission. Enfin, moi, je suis très surprise parce que si nous n'avions pas nous-mêmes travaillé à améliorer nos processus de décision, tout le monde se serait écrié que c'est scandaleux, le gouvernement vous auriez n'a pu aucun attendre que les parlementaires rendent d'abord leur rapport sur sa bonne gestion. Et après, je veux dire, il y a le temps de l'exécutif, il y a le temps des parlementaires. Le fait que les parlementaires sont totalement dans leur rôle, c'est de voter la loi et c'est de contrôler le gouvernement. Ils le font, je le respecte parfaitement et nous répondrons de la manière la plus transparente possible à ces commissions d'enquête parlementaires. Il n'y a aucun problème. Mais je crois que le fait de faire le point en interne est aussi de bonne gestion, disons-le simplement, et ne mettons pas de polémique là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Merci beaucoup. Ravie de vous retrouver en plateau. En plateau. En vrai, merci beaucoup d'être là. Vous êtes députée de Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour Oriane. Bonjour. Et on commence par cette actualité, ces manifestations contre les violences policières et le racisme dans la police et ces annonces de Christophe Castaner, ces premières mesures, le ministre qui prône une tolérance zéro, qui dit notamment qu'il y aura une suspension systématique pour chaque soupçon avéré de racisme, ce sont ces mots, l'abandon de certaines méthodes, comme la méthode dite de l'étranglement. Est-ce que les réponses apportées par Christophe Castaner sont les bonnes ? Ce sont des premières réponses qui sont satisfaisantes, on ne va pas mentir. Il l'a fait dans l'urgence. Moi, ce que je regrette, c'est que pendant 6 mois, il a fait travailler des élus locaux, des préfectures, la gendarmerie, la police pour un livre blanc. Et ce livre blanc devait être rendu en janvier 2020. Donc on ne peut pas dire que c'est à cause du Covid-19, de la Covid-19, pardon, que ce livre blanc n'a pas pu être rendu. Il devait être rendu avant le déclenchement de l'épidémie. Donc ça, je le regrette, parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de choses qui ont émergé des territoires. Et surtout, ça a permis d'avoir une confrontation de positions entre des élus, les préfectures, la gendarmerie, les policiers. Donc tout ça, je ne sais pas ce que c'est devenu. Alors, il dit que ce sera rendu dans les prochaines semaines. Oui, mais d'accord. Mais il y a un moment donné, c'est quand même bien aussi d'éviter de faire toujours des choses dans l'urgence. Et de pouvoir avoir une doctrine qui émane d'échanges qui ont lieu sur le terrain, qui permettent vraiment de cadrer les choses. Donc je regrette que ce livre blanc n'ait pas été rendu dans les temps, alors que toutes les réunions se sont tenues, elles, dans les temps sur les territoires. Donc on va voir ce qui va émerger d'ici 3 semaines, mais je pense que ça aurait été bien de le faire avant. Voilà. Jacques Toubon, défenseur des droits, parle d'une crise de confiance envers la police. Vous partagez cette analyse ? Alors, Jacques Toubon, il a vraiment des remontées directes. Et puis nous, on voit aussi qu'il y a quand même un certain nombre de mouvements qui se mettent en place. Je pense qu'il y a 2 mouvements. On a tous salué la police, la gendarmerie quand il y a eu les attentats. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'était il n'y a pas si longtemps. Et puis, il peut arriver qu'effectivement, dans certains cas, on ait une vraie rupture de confiance. La République doit faire en sorte qu'on a besoin d'une police. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et que cette confiance soit recréée en dépit de cas qui sont sans doute avérés, évidemment, mais qui doivent être dénoncés par l'institution. Et je pense que c'est ce message-là qu'on attend, de manière très forte. Et quand vous entendez Christian Jacob dire qu'il n'y a pas de violence policière, quand il dit qu'il n'y a pas de police raciste, mais des policiers racistes, comme il y en a dans d'autres corps de métier, est-ce que vous partagez ? Mais qu'il y ait des cas individuels, comme dans toute population, on est d'accord. La seule petite différence, c'est que quand on est la police, la gendarmerie, on incarne la République. Comme les élus incarnent la République. Et donc, il y a ce devoir de faire en sorte que quand
il y a des cas qui se produisent, ça doit arriver comme partout. Mais vous dites que ce sont des cas. L'institution, oui, mais il n'y a pas de police raciste. Mais l'institution a un devoir supplémentaire par rapport à ce qui peut se passer dans le reste de la société. Donc c'est ça qui doit être rappelé de manière extrêmement forte par le gouvernement, par l'ensemble, à mon avis, de la classe politique. Et si le gouvernement, et si nous constatons que ce n'est pas le cas, alors il doit y avoir absolument tout de suite des mesures correctes. L'institution, c'est notamment le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de fermeté, de sévérité jusqu'à maintenant ? On ne l'a jamais trop entendu jusqu'avant, avant ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait un message qui soit extrêmement fort. Quand on quand on incarne les valeurs de la République, l'institution ne peut pas se permettre de dérapage. Voilà. Et s'il y en a, eh bien, elle doit les sanctionner et le faire savoir. Il y a des manifestations qui se multiplient dans plusieurs villes de France contre ces violences policières, contre le racisme dans la police. Est-ce que, sur la forme, vous dites que c'est une bonne chose, ces manifestations ? Est-ce que, par exemple, la manifestation de ce soir qui aura lieu à Paris, le Parti socialiste sera présent ? Oui, le Parti socialiste sera présent. Malgré le contexte sanitaire actuel qui interdit les rassemblements ? Malgré le contexte sanitaire actuel qui interdit les rassemblements. Ça ne vous pose pas de problème sur la forme, dans le contexte sanitaire actuel, ces manifestations ? Il y a un mouvement mondial, il y a une réflexion, donc le Parti socialiste y sera, mais en parallèle de ça, nous défendons l'institution que représente à la fois la police et la gendarmerie. Nous disons juste qu'on sait bien que dans toute société, il peut y avoir des cas de dérapage. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est à l'institution de porter cette parole forte, parce qu'elle représente énormément. Et moi, je le redis, je n'oublie pas l'héroïsme des policiers lors des attentats et des gendarmes. Donc vous voyez, au sein d'une même institution, vous pouvez avoir ces deux balances, mais je pense que cet héroïsme, ou c'est en tout cas cette force qui existe, que nous avons vue dans les attentats, c'est vraiment celle qui doit incarner l'institution. Allez, on va parler d'un autre sujet, Patrice, on va passer au déconfinement. Oui, alors est-ce que... D'abord, le déconfinement, est-ce que vous avez l'impression que la France a le bon tempo aujourd'hui par rapport aux autres pays européens ? On voit que la reprise économique, par exemple, est plus rapide en Allemagne. Oui, alors la reprise économique est plus rapide en Allemagne. C'est une question que j'ai posée la semaine dernière au Premier ministre en lui disant, quand vous annoncez une chute de notre valeur ajoutée en 2020 de 11%, ce qui fait quand même, quand on réfléchit à ce que ça veut dire, 250 milliards d'euros de moins de création de valeur ajoutée en 2020 par rapport à 2019, ce qui est monstrueux. Vous, moi, on n'a jamais connu ça. Jamais, jamais, jamais. Donc on ne sait pas le choc que l'économie doit encaisser. Ça signifie aussi, si on le fait en termes de tempo, comme vous dites, que l'activité économique ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise avant janvier 2021. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est très très long. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On s'aperçoit, la Commission européenne a publié des statistiques jeudi dernier en disant quel est le pays parmi les 27 de l'Union européenne où le commerce de détail a le plus chuté. C'est la France. Moins 30%. Moins 30% de commerce de détail. Et notre machine économique, en France, ce n'est pas le cas de tous les pays, mais ce n'est pas le cas de l'Allemagne notamment, mais de la France, fonctionne à 60% sur la consommation. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur avec de la consommation pour 60% de notre économie. Donc ça, c'est enrayé. C'est sur ce point-là que le gouvernement devrait absolument mettre un plan de relance avec un soutien à la consommation. Nous l'avions dit il y a déjà 2 mois, avec le soutien aux familles, 250, 300 euros par famille, plus 100 euros par enfant. Nous l'avions dit en faisant en sorte d'avoir des chèques vacances un peu plus solides que ceux qui ont été proposés, enfin des chèques pour les vacances. Donc ça, c'était des mesures très concrètes qui permettaient cette relance, entre autres via le biais de la consommation. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas répondu sur ces points-là. Le sénateur Philippe Dominati, qui était à votre place il y a quelques minutes, nous disait qu'il était favorable à une baisse de la TVA, comme ça se fait en Allemagne, une baisse temporaire en Allemagne. Est-ce que vous y êtes favorable, vous aussi ? Moi, je suis surtout favorable. La baisse de la TVA, ce n'est pas toujours ce qui relance la consommation, parce que la marge peut être conservée par la personne qui vous vend le produit, donc forcément, ça n'a pas trop de... mais en tout cas, c'est pas la bonne solution pour vous. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a des... C'est la question aussi que j'ai posée au Premier ministre la semaine dernière. Qui a complètement stoppé sa consommation ? Et s'il y a véritablement des problèmes de revenus pour cette personne-là, c'est ça qu'il faut soutenir. Et on le sait, on le voit sur tous nos territoires, qu'il y a des personnes qui ont arrêté de consommer parce qu'elles n'ont plus d'argent.
On en parlait de ces chiffres et de ces mesures que prend le gouvernement. Il y a un 3e budget rectificatif qui sera présenté demain en Conseil des ministres, notamment pour relancer les secteurs en difficulté. Alors, on n'a pas le détail. Non plus. Est-ce que néanmoins, ces budgets rectificatifs, ces mesures qui ont été prises par le gouvernement durant cette crise au niveau de l'économie, elles vont dans le bon sens? Nous, on a voté les 2 premiers budgets d'urgence. Le PLFR 1, le PLFR 2, on va voir ce qui est dans le PLFR 3. Ce qui est sûr, c'est que oui, on comprend bien que vu la gravité de la crise, il y a besoin d'avoir des réajustements. Ce que nous regrettons, c'est qu'à chaque fois que nous avons fait des propositions, j'avais fait une liste des 22 propositions que nous avions mises sur la table pour le PLFR 1, le gouvernement avait dit non, puis les a reprises pour le PLFR 2. Bon, écoutez, ça arrive, ça fait partie de la vie politique, mais il y a des choses qui auraient dû être faites plus vite. Je maintiens que quand on a une économie qui fonctionne pour sa création de richesse à 60% pour la consommation et que la consommation est celle qui s'est le plus effondrée de tous les pays de l'Union européenne, de tous les pays, des 27 pays, le gouvernement devrait mettre ça sous ses yeux et se dire c'est là-dessus qu'il faut agir. Pour l'instant, il ne le fait pas. Alors, est-ce que l'envolée du déficit français vous inquiète? 121% du PIB, on était à 98,9 en 2019. On a l'impression que la France n'arrive pas à maîtriser ses finances publiques. Oui, parce que, à mon avis, on le prend toujours par le biais... on ne se pose pas la question de la création de valeur ajoutée. Voilà, je le regrette. Je le dis aujourd'hui, mais je l'avais dit il y a 10 ans à la sortie de la crise de 2008 dans un livre. Donc je pense que si on a un modèle social qui fonctionne bien quand on a une croissance économique autour de 2,5%. Quand on est en dessous, ça s'enraye parce qu'on n'a pas suffisamment de recettes pour couvrir les dépenses que nous voulons avoir et qui sont dans le fond, c'est notre modèle social et notre patrimoine, fait partie de notre ADN, notre culture. Donc pour le préserver, on a moi je suis fondamentalement anti-décroissance, mais on a cette nécessité de produire de la valeur ajoutée. Produire de la valeur ajoutée, ça ne veut pas dire détruire l'environnement. Quand vous rénovez des logements, c'est le plan que nous avons avec la prime climat que nous avons proposé, que nous avions déjà proposé il y a 2 mois, qu'on a un petit peu amendé au gré de la crise. Quand vous rénovez votre logement, vous avez une baisse de votre facture énergétique, vous avez une diminution du CO2 et vous faites travailler le bâtiment. Quand vous arrivez à conjuguer tout ça, c'est gagnant pour l'économie, pour l'environnement et pour le social. C'est cette alchimie-là qu'il faut arriver à créer. Moi, je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas envie d'être la locomotive de ça. C'est-à-dire que le plan de relance de l'économie, ça doit être une relance verte pour vous? Mais ça, on le fait, c'est une relance verte, c'est une relance économique et c'est une relance sociale. Vous avez les 3 à la fois. On va parler du social, mais quand même, quand vous voyez... Parce que quand même, ce qu'a montré ce confinement, c'est que certes, les émissions de CO2 ont baissé, mais elles n'ont pas du tout baissé à hauteur de ce qu'elles auraient dû du fait du recul de l'activité économique. Pourquoi? Parce que le gros de ces émissions de CO2, c'est le logement. Ce sont les 7 millions de passoires thermiques. Si vous ouvrez votre radiateur, votre chauffage et que tout part à l'extérieur, vous dégagez du CO2, vous êtes mal chauffé et vous payez cher. Donc là-dessus, il y a vraiment... Mais ça paraît du bon sens. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas fait? Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la place du gouvernement, je n'y suis pas, mais à la place du gouvernement, ce que je ferais, c'est être cette locomotive avec cette prime climat. Mais quand vous voyez ces chiffres, ce déficit supérieur à 11% du PIB, cette dette supérieure à 120%, est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir faire des économies drastiques? Et où pour vous? Alors, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement fait peser 100% de toutes ses dépenses sur la dette. Donc la première question qui se pose, c'est est-ce qu'il est sûr d'avoir bien sécurisé l'approvisionnement en euros? Vous avez des doutes? C'est pas que j'ai des doutes, mais je sais que l'ACOS, par exemple, il y a eu 1 ou 2 journées où elle n'a pas été en mesure d'emprunter, de trouver des prêteurs sur les marchés financiers. Donc cette question-là, elle est essentielle. Et ça doit se passer dans un dialogue avec l'Union européenne. Bon, la BCE fait vraiment le job et le fait vraiment bien. Donc là-dessus, on a cette sécurité. Mais ça n'empêche pas de se poser la question. Donc ici même, je crois, ou sur ce plateau, ou en tout cas peut-être par visio, je ne sais plus, parce qu'on finit par perdre la mémoire, j'avais dit qu'il fallait qu'on se mette autour de la table et qu'on dise comment on finance la crise. Ça ne peut pas être à 100% sur la dette. Ce n'est pas vrai. Le gouvernement fait l'autruche là-dessus, mais ce n'est pas possible. Sur la question du chômage, la question de l'emploi aussi, Patrice. Oui, alors... On voit que le chômage s'envole, on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui pourraient être contraintes de licencier. Est-ce qu'il y a une formule intermédiaire? Parce que pour certaines,
certaines, il y a probablement à moyen terme un peu de visibilité économique. Comment est-ce que l'État peut accompagner ces entreprises pour éviter cette casse sociale ? Alors, il y a plusieurs. Je pense qu'il faut le faire de manière chirurgicale, secteur par secteur. Aujourd'hui, le président de la République va annoncer un plan aéronautique. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. On va parler de l'aéronautique. Hein. D'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aéronautique, on sait très bien que tant que le trafic aérien ne reprend pas, et pour l'instant, il ne reprend pas, vous ne pouvez pas avoir de commandes. Pour autant, ça ne veut pas dire que dans 1 an ou 6 mois, il ne va pas reprendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une vraie valeur ajoutée, notamment sur l'avion vert. Donc là-dessus, il doit y avoir un accompagnement de l'État. Mais ça doit être fait de manière extrêmement chirurgicale. Quand la consommation ne reprend pas, vous avez des restaurants, ils vous disent mardi dernier à l'ouverture, ça a repris. Depuis, pour certains, c'est un peu calme. Bon. Là-dessus, il faut aussi qu'on se pose la question de cette question de la consommation. Ce n'est pas la même chose que sur le trafic aérien. Et sur les dispositifs de soutien à l'emploi et notamment le chômage partiel, est-ce qu'il faut poursuivre ce dispositif comme c'est envisagé, quitte à ce que ça coûte aux finances publiques ? De toute façon, ça coûte soit via la case chômage, soit via la case chômage ou activité partielle. Donc il vaut mieux privilégier l'activité partielle et je pense qu'il faut le faire secteur par secteur. On va parler de l'aéronautique. Vous avez publié notamment une tribune dans le journal du dimanche avec Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Vous le disiez, le plan de soutien à la filière sera présenté ce matin. On parle d'un plan d'un montant de 10 milliards d'euros. Alors, il y a certaines mesures qui sont attendues, comme un dispositif de chômage partiel de longue durée, au moins jusqu'à la fin de l'année pour la filière. Des aides, notamment aux PME, aux TPE sous-traitantes. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce plan ? Moi, j'en attends 2 choses. La première, c'est qu'on encaisse le choc pendant 18 mois, pendant que le trafic aérien ne reprend pas. Et la deuxième chose que j'en attends, c'est qu'on se positionne pour que l'Europe soit le leader mondial de l'avion vert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... il faut qu'on saisisse l'occasion de cette crise pour investir sur l'avion vert. Vous avez l'A321, qui est créé par Airbus, qui dégage 30% de moins de CO2 que les générations précédentes. Donc ça veut dire que la chaîne pour construire cet avion, l'investissement pour cette chaîne doit être lancé, même si on est dans une phase un petit peu compliquée. On sait très bien que ce n'est pas les Chinois, je ne crois pas, ni les Comac, ni Boeing, qui vont se positionner sur ce segment-là. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que l'Europe, la France, puisse être le leader de l'avion vert. Est-ce que ça peut passer, par exemple, par des primes à la casse, justement, pour sortir les avions qui sont aujourd'hui les plus polluants ? Ça peut passer. Vous savez, l'État a mis 7 milliards pour Air France, 4 et 3 milliards via à la fois des fonds propres et via des prêts. Donc il a quand même un peu son mot à dire. Et j'espère qu'il donne son mot, que ce n'est pas juste un chèque en blanc. Donc là-dessus, il doit dire, Air France, vous devez en profiter pour refaire des commandes, notamment d'avions plus propres, plus verts. C'est à quoi s'est engagé Air France, de diminuer de moitié ses émissions de CO2 d'ici 2030. Oui, non, mais de toute façon, ça doit être un pacte donnant-donnant. Ça peut pas être... L'argent public ne peut jamais être un chèque en blanc ni un chèque gratuit. Ça n'existe pas, en tout cas de mon point de vue. Du coup, dans cette lignée-là, Air France qui envisage de fermer les lignes intérieures, notamment les lignes qui seraient accessibles en TGV à environ 2h30, est-ce que pour vous, mais ça, on l'avait demandé, c'est une bonne solution en termes d'aménagement du territoire? Est-ce que vous ne craignez pas d'enclaver certains territoires? Disons qu'il faut quand même être réaliste. Nous avions dit que quand il y a une ligne LGV, c'est pas forcément la peine de prendre l'avion. Bon, ça c'était un premier point. Mais deuxièmement, si vous prenez Toulouse, où c'est quand même la 4e métropole de France, qui n'est pas accessible en LGV, vous savez, c'est un feuilleton, cette LGV, qui pour l'instant on n'en voit pas trop la fin, il faut quand même maintenir des lignes intérieures. Sinon, vous enclavez. Et je pense que ce serait aussi une opportunité pour le gouvernement de se positionner vraiment fermement sur la LGV. Mais ça, c'est une réflexion d'ensemble. Voilà. Encore une fois, je pense que sur le plan aéronautique, il y a plusieurs sujets. Nous, on a chiffré l'activité partielle, mois par mois. C'est ce qu'on avait mis avec Carole Delga dans la tribune. Dans les 2 autres sujets, il y a ce qu'on appelle l'organisation de la supply chain. Un avion, c'est 1 million de pièces. Et le modèle qui a été inventé par la filière pour construire ces avions, c'est d'avoir une tête de pont, et puis après, chacun peut mettre son agilité au service de la construction de cet avion. Bon. Cette supply chain, aujourd'hui... C'est 10 000 entreprises, je crois. Mais oui, donc il va y avoir des regroupements d'entreprises. Aujourd'hui, le secteur aéronautique fait partie, c'est quand même un secteur stratégique, il n'est pas sécurisé
en termes d'investissement étranger. La pharmacie, si vous êtes un investisseur chinois que vous vouliez racheter une entreprise pharmaceutique, vous êtes obligé de demander l'autorisation à Bercy. Ça fait partie du décret qui existe. Pour l'aéronautique, rien de tout cela n'existe. Début avril, nous avons déposé une proposition de loi en disant, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, on étend à tous les secteurs ce dispositif de sécurité qui existe. C'est quand même pas la mer à boire. Eh bien, le gouvernement, pour l'instant, ne bouge pas, alors même que l'Union européenne a appelé l'ensemble des États à protéger le capital de leurs entreprises. C'est quand même incroyable, ce point-là. Donc j'espère que dans le plan et les annonces du président de la République, il y aura le fait qu'on étend ce décret à tous les secteurs, notamment à l'aéronautique, pour éviter que des pépites de notre territoire se fassent, soient dans le fond des proies faciles pour des investisseurs qui chinois, qui turcs. Mais comment expliquez-vous qu'on ne vous ait pas répondu justement sur ce point-là pour l'instant ? Eh bien, il faudrait que vous posiez la question à Bruno Le Maire. Je vous suggère de l'inviter, de lui poser la question. C'est incompréhensible. Personne ne le comprend. À chaque fois que, même je l'évoque avec des entreprises du territoire de l'aéronautique, personne ne comprend. Allez, un mot sur ce qui se passe au Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat qui vont créer leur commission d'enquête sur cette gestion du Covid-19 et le gouvernement qui envisage de créer la sienne pour avoir un regard, je cite, indépendant sur ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah mais je suis scandalisée. Je sais que le président Larcher est vraiment monté au créneau. Je suis scandalisée. J'entendais la secrétaire d'État qui dit qu'il faut faire un retour d'expérience. Mais enfin, elle peut faire son retour d'expérience toute seule. Puis j'espère qu'elle sera plus bavarde et plus précise lorsqu'elle répondra à la commission d'enquête du gouvernement que ce qu'elle a été lorsqu'elle a répondu aux parlementaires pendant les 2 mois de cette crise. Parce que franchement, je trouve que ce n'était pas du tout à la hauteur. Donc, le Parlement est souverain. Le Parlement mènera une commission d'enquête, vous le savez, mais je me permets de le rappeler, quand on témoigne, on le fait sous serment, et il y a effectivement des poursuites pénales qui peuvent être engagées si on découvre que vous avez menti. Les rapporteurs peuvent faire des saisies sur pièce et sur place. Moi, je les invite à aller saisir, par exemple, sur les masques, l'ensemble des bons de commande, les dates de commande, les réceptions, de saisir aussi tous les contrôles qui ont été faits sur les masques que nous avons reçus pour savoir s'ils étaient bien conformes. En tout cas, c'est ça que j'attends des commissions d'enquête, et j'espère, et ce sont les 2 seuls qui permettront d'avoir un éclairage. Je crains que celle du gouvernement soit peut-être une réécriture de l'histoire, je n'en sais rien, mais enfin, c'est du jamais vu. Une administration peut parfaitement faire son retour d'expérience pour voir quels sont les processus qui ont fonctionné ou pas. Il n'y a pas besoin de faire une 3e commission d'enquête parallèle et de vouloir empiéter sur les droits souverains du Parlement. Un mot rapidement sur les municipales, peut-être dans votre région, notamment cette commune de Moissac, dans votre région, qui risque de basculer au Rassemblement national. Comment vous l'expliquez ? D'abord, je soutiens Estelle et Mamie qui portent, donc il y a 2 listes qui sont en présence pour le second tour, qui portent le Front républicain, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais enfin qui portent de vraies valeurs pour Moissac, qui a une grande histoire, que ce soit, vous connaissez tous le Chasselas de Moissac, enfin en tout cas c'est un territoire d'humanité. Je rappelle que Moissac est ville des Justes, qui a eu pendant la Seconde Guerre mondiale une très riche histoire, et je pense que c'est ça qui doit, enfin j'aimerais que ce soit cette boussole-là qui puisse inspirer les électeurs et les électrices. Merci beaucoup. Merci Valérie Rabault d'avoir été avec nous ce matin. Merci Patrice. Demain, à votre place, ce sera Laurent Saint-Martin, le rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios vont nous rejoindre pour ce club. Nathalie Moret, Yves Tréhard et Jacques Trantzau. Ils arrivent sur ce plateau. On parlera de l'impact de la crise du Covid sur la campagne des municipales. On fera un point sur la campagne à la Châlons en Champagne avec nos partenaires de l'Union et à Strasbourg avec les dernières nouvelles d'Alsace. Mais on va tout de suite démarrer ce club avec le journal des municipales de Fanny Conquis. Bonjour Fanny, quelles sont les dernières infos de cette campagne municipale ?
Bonjour à tous. On commence ce journal de campagne à Grenoble. Dans le contexte sanitaire actuel, on le sait, les candidats doivent être particulièrement prudents. Pas de meeting, par exemple. Alors, pour mener à bien cette campagne de ce second tour inédit, ils font largement appel aux nouvelles technologies. Pour Alain Carignon, par exemple, arrivé second lors du premier tour, eh bien, ce sont des chats vidéo. Vous allez voir cette photo qui a été postée sur Twitter par Alain Carignon. Regardez ensuite pour la candidate LREM, Émilie Chalas. Eh bien, c'est sur Instagram qu'on entretient le lien avec les électeurs, avec des photos, des vidéos qui sont donc postées sur Instagram assez régulièrement. Et puis du côté du candidat Europe Écologie et Les Verts, Éric Piolle, maire sortant, arrivé en tête lors du premier tour, eh bien on organise des visioconférences chaque semaine. On va regarder maintenant ce qui se passe à Dreux. On connaît le classique jeu des alliances du second tour. Eh bien à Dreux, c'est une alliance assez inédite à 3 qui s'est nouée pour ce second tour. Le chef de file des socialistes s'est allié avec la liste de droite et la liste de La République En Marche, un front contre la candidature de Pierre-Frédéric Billet, ancien directeur de cabinet de Gérard Hamel, le maire sortant qui est en poste depuis près de 25 ans. Cette alliance inédite n'est pas sans susciter quelques incompréhensions à droite et même la colère à gauche. Regardez cette déclaration. Le PCF dénonce cette alliance contre nature qui discrédite durablement une partie de la gauche locale. Et pour finir, ce journal qui dit campagne dit finance de campagne. Avec ce second tour retardé de 3 mois, cette campagne plus longue a un coût et certaines listes manquent de fonds. Alors à Figeac, dans le Lot, eh bien, la liste citoyenne Figeac Autrement, qui est arrivée deuxième avec 25% des voix lors du premier tour, eh bien, elle n'est pas affiliée à un parti politique. Son budget repose donc sur des fonds propres. Alors, pour mener à bien cette campagne jusqu'au 28 juin, eh bien, la liste lance un appel aux dons. Elle appelle ses soutiens à faire des dons qui peuvent être faits sous forme de chèques à l'ordre du mandataire financier. Et merci beaucoup Fanny pour ces dernières infos de campagne. Yves Tréhard, 3 voire 4 semaines de campagne contre 5 jours habituellement entre les deux tours, 3 mois d'écart entre le premier et le second tour. Forcément, c'est difficile pour les finances des candidats. Bah oui, c'est difficile. Il va falloir que l'État, sans doute, mette au pot et rallonge les budgets. Ça paraît évident. C'est une campagne tout à fait inédite. Vous vous souvenez, on avait eu une polémique en disant mais on va pas pouvoir faire campagne parce qu'il y a la distance sociale, on peut plus faire de meeting et tout. Et finalement, c'est la campagne la plus longue qu'on aura jamais connue entre deux tours. Il est possible que la crise du coronavirus et puis justement la longueur de la campagne puisse ici ou là peut-être changer la donne. C'est possible et qu'on aura un deuxième tour, un résultat de deuxième tour le 28 juin qui sera peut-être pas celui qu'on aurait eu le 22 mars s'il y avait eu une campagne classique avec une semaine séparant les deux tours. C'est assez intéressant de voir ça. On le saura bientôt. Finalement, c'est une nouvelle campagne qui débute, Nathalie Moret. C'est une campagne inédite, une nouvelle campagne. Après, il y a quand même du porte-à-porte. Les candidats font du porte-à-porte avec des masques et du gel hydroalcoolique, mais ils font campagne. Il y aura aussi des meetings. J'avais hier une candidate qui me disait qu'elle était en train de prévoir un meeting en plein air dans un parc. Il y a aussi, un drive meeting. Non, parce que les gens ne sont pas en voiture. Et voilà, en fait, c'est une campagne qui va s'inventer autrement, qui va se faire beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Là où je rejoindrai Yves, c'est effectivement c'est une nouvelle campagne dans la mesure où il y a des nouvelles priorités. D'abord parce que les budgets des communes vont être moindres à cause de la crise du coronavirus, les budgets sociaux vont être plus importants. Et ensuite, il y a des nouvelles priorités qui sont apparus, des projets plus solidaires, par exemple, pour aider les plus démunis. Bref, c'est aussi pas forcément. C'est une campagne dans la continuité, mais qui pourrait avoir une apparence un petit peu différente, en tout cas. On va aller rejoindre Jacques Tranceau qui est avec nous, le 3e membre de ce club. Bonjour Jacques. Est-ce que c'est une nouvelle campagne qui commence pour vous? Est-ce que, comme le dit Nathalie, c'est une campagne avec de nouvelles priorités compte tenu de la crise? Bien sûr, il y a de nouvelles priorités, mais il risque aussi d'avoir un biais. On a parlé de prime au sortant, souvenez-vous. Là, on risque d'avoir une surprime au sortant, parce qu'on ne change pas un capitaine en pleine tempête. D'ailleurs, cette surprime au sortant, on l'a documentée à Médiacité. On a passé en revue les 1122 communes de plus de 9000 habitants, et on a vu qu'il y avait 48% des maires élus au premier tour qui étaient des élus sortants.
On a comparé avec 2014 et c'était que 42%. Donc cette prime au sortant risque de se transformer dans une surprime au sortant. Il y a juste une inconnue, c'est est-ce que les gens vont considérer qu'il faut changer de monde, vous savez, le fameux monde d'après. Et là, ça pourrait plaider en faveur des listes écologistes lorsqu'elles sont plutôt en tête ou bien placées. Vous êtes d'accord, Yves ? Oui, je suis d'accord, c'est sûr. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que l'écologie, c'est nous d'ailleurs qui la portons. Les médias, il ne faut quand même pas exagérer, mettent ça au cœur du sujet, alors que ça n'a rien à voir avec le coronavirus, encore une fois. C'était déjà présent, mais on dit parce qu'il faut vivre autrement, voilà, l'homme est maléfique, donc il faut le rendre plus pur. Mais je suis d'accord, la surprime au sortant, on le voit dans beaucoup de grandes villes, où finalement le maire a été très actif, a été obligé souvent de suppléer, surtout au début de la crise, les lacunes et les carences du gouvernement, et donc ça ne peut que le rendre plus sympathique aux yeux des électeurs. Ça, c'est évident. Donc on voyait déjà que les sortants s'en sortaient pas trop mal, plutôt, à l'issue du premier tour. Alors, déjà, c'est pas le cas de tous les sortants en règle générale. C'est non, vrai. J'ai pas dit ça. Oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même deux ou trois cas emblématiques. J'ai pas dit ça du tout. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est juste pour vous taquiner, Yves. J'adore ça. Ça faisait longtemps. Ça j'aime bien vous taquiner le mardi. Juste une petite chose sur le vote vert, sur le vote et sur l'importance de l'environnement dans cette campagne. J'ai eu plusieurs sondeurs au téléphone qui me disent qu'effectivement, cette crise du coronavirus ne va pas impacter le vote vert et que sans doute les candidats qui sont arrivés nettement en tête au premier tour vont être confortés au second, parce que dans les priorités, on voit que l'environnement est toujours une priorité pour les électeurs, mais aussi la santé. Or, la santé arrive en complément, c'est complètement complémentaire, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, de l'environnement, à égalité avec la sécurité. Mais en tous les cas, c'est pas quelque chose du tout qui arrive en second plan, l'environnement, ni même l'économie, parce que les électeurs ne font pas la corrélation, si vous voulez, entre les élections municipales et la crise économique. Jacques Rantzoisseux, compte tenu de la crise sanitaire, de la crise économique, les Français ont-ils la tête au municipal ou est-ce qu'il faut craindre à nouveau une abstention record comme au premier tour ? Non, vous avez la réponse dans la question. Ils n'ont pas la tête au municipal. C'était déjà le cas pour le premier tour. Ça risque d'être à nouveau le cas pour le second tour. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Français ont de moins en moins la tête au municipal et au scrutin en général. On fait une exception avec la présidentielle qui écrase l'ensemble de l'agenda politique. Mais même au niveau local, alors qu'il y avait une résistance, on s'aperçoit que scrutin après scrutin, le taux d'abstention avait déjà commencé à augmenter. Là, il est faramineux et ça risque malheureusement de se reproduire pour le second tour. Il ne faut pas s'attendre à une forte participation, Yves. Non, je pense pas, oui. Je pense qu'effectivement, c'est tout à fait le cas. Et c'est très inquiétant, parce que c'est vrai qu'il y a deux scrutins qui étaient plutôt encore à des niveaux assez importants, celui de la présidentielle et celui des municipales. Et on note que les municipales, depuis quand même maintenant pas loin de 20 ans, les participations baissent. Et c'est assez inquiétant parce que quand on dit que le maire est l'élu le plus populaire, quand on dit que les Français, ce qu'ils apprécient, c'est ce qu'ils peuvent toucher, ce qu'est la proximité, et s'ils se détournent de ce scrutin-là, on peut être inquiet pour l'avenir quand même de la politique. La politique, c'est pas uniquement non plus un jeu de tête, si vous voulez, à l'occasion d'une présidentielle ou... c'est une élection très particulière, finalement, avec pas mal de résonance médiatique. Et le scrutin municipal, c'est là que commence la politique, pour moi. Alors, c'est vrai, je vous rejoins. Je suis assez inquiète sur le taux de participation. Et en même temps, alors ça vaut ce que ça vaut, mais on a fait plusieurs unes sur les élections municipales depuis 3 semaines. Et à chaque fois, on a relevé une hausse des ventes de façon assez nette. Donc peut-être que c'est un phénomène local, parce qu'effectivement, sur notre zone de diffusion, on a des points durs, j'allais dire, pour le second tour, qui sont quand même assez prégnants. Mais quand même, moi, j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on fait des papiers sur les municipales, c'est quand même quelque chose, parce que quand il y a des enjeux, c'est quelque chose qui est assez structurant pour un territoire. Donc après, on verra.
Allez, on parlait du vote vert. On va se rendre dans une ville où les écologistes sont arrivés en tête au premier tour. C'est Strasbourg. On va retrouver nos partenaires des dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour Emmanuel Viau. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. On va parler des municipales à Strasbourg, mais d'abord, dans votre journal aujourd'hui, les difficultés de la filière viticole. Les viticulteurs qui sont eux aussi touchés, bien sûr, par cette crise du Covid, et une partie de la production en Alsace pourrait être sacrifiée. Oui, on le sait, la crise sanitaire engendrera une série d'autres crises, en particulier économiques. De nombreux secteurs seront concernés. Parmi ceux-ci, il y a le vignoble. Ces dernières semaines, nos comportements ont changé. Pendant le confinement, ce n'était pas le moment de fêter. Chez soi, il y a eu peu d'apéros. Les bars, les cafés, les restaurants étaient fermés. Donc, logiquement, la consommation d'alcool a chuté. La profession fait donc maintenant face à d'importants excédents qu'il faut trouver un moyen d'écouler, parce que si on inonde comme ça le marché, les prix vont s'effondrer. C'est pour ça que la France a prévu un budget de 140 millions d'euros pour la distillation de 2 millions d'hectolitres. En Alsace, on pourrait donc distiller jusqu'à 100 000 hectolitres de vin, soit 9% de la production annuelle moyenne, ce qui correspond à peu près au déficit des ventes attendu cette année. Que devient, Emmanuel, que devient ce vin une fois distillé ? La distillation permet de transformer le vin en alcool à 92 degrés pour fabriquer du biocarburant, du gel hydroalcoolique. Elle a déjà été pratiquée ailleurs en France, mais c'est la première fois que l'Alsace y a recours. La crise du Covid survient d'ailleurs à un mauvais moment pour la profession, qui avait encore sur les bras des stocks de 2017 à la suite de millésimes généreux qui ont occasionné un surcroît de volume. Et ça ne s'annonce pas vraiment mieux pour la suite, parce que beaucoup de contrats d'achat de vin en vrac ont été dénoncés par des négociants qui ferment un peu les vannes. Et c'est une solution qui ne fait pas forcément le bonheur des viticulteurs. Non, évidemment, pour deux raisons. D'abord, la distillation de crise ne couvre pas les frais de production, malgré l'intervention de l'État. Et puis, c'est aussi un crève-cœur pour un vigneron de savoir que son vin, le fruit de son travail, ne sera pas consommé comme il l'avait voulu au départ, autour d'une table ou en terrasse. Et en Alsace, en plus, le vin, c'est une composante forte de l'identité régionale. C'est donc un symbole qui est touché, même si, ici, la plupart s'accordent pour dire que c'est un moindre mal. Allez, on va parler des municipales à Strasbourg. Je vous rappelle les résultats du premier tour. À Strasbourg, la candidate écologiste Jeanne Barséguian est arrivée en tête avec près de 28% des voix devant le candidat de La République En Marche, Alain Fontanel, 19,86. Et puis c'est serré derrière. Troisième place pour la socialiste Catherine Trautmann, 19,78. Et quatrième pour le candidat de la droite, Jean-Philippe Vetter, 18,27% des voix. Et Emmanuel, les tractations d'entre-deux tours ont réservé des surprises. Et oui, parce que les listes qui ont fusionné n'étaient pas celles qu'on attendait. Au premier tour, les Verts, menés par Jeanne Barséguian, étaient donc arrivés largement en tête, devant la liste La Reine d'Alain Fontanel, qui est le premier adjoint au maire sortant, qui bouclait donc un premier tour décevant au coude à coude avec la liste PS de Catherine Trautmann, comme vous l'avez dit. Pas très loin derrière, il y avait Jean-Philippe Vetter aux commandes de la liste LR. S'annonçait donc un boulevard, ou plutôt une très large piste cyclable pour les Verts de Jeanne Barséguian. Les perspectives d'alliance avec le PS semblaient prometteuses. On présentait alors Catherine Trautmann en faiseuse de roi, ou plutôt de reine. Sauf qu'Emmanuel, la crise sanitaire, le coronavirus est passé par là. Oui, les longs mois d'attente ont brisé l'élan dont profitait la liste LV, et c'est là qu'on a assisté à un scénario jamais vu en Alsace. Le jour du dépôt des listes en vue du second tour, les Verts et les socialistes parlementent. Le candidat LaREM tente une approche du côté du PS sans réponse. Et puis, patatras, en milieu d'après-midi, on apprend que l'accord ELV-PS n'aura pas lieu. Dans un climat orageux, les deux têtes de liste tiennent deux conférences de presse chacune de leur côté. L'échec de la fusion est acté. Pendant ce temps, boudé par ses anciens collègues du PS, Alain Fontanel se tourne vers Jean-Philippe Vetter. Les discussions se déroulent en toute discrétion. Une série de fausses pistes sont même lancées en cours de journée pour détourner l'attention. Le suspense est à son comble quand, un quart d'heure avant l'horaire couperet de 18h, les candidats diront même plus tard qu'ils se sont fait une petite frayeur. La tête de liste LaREM dépose tout sourire une liste commune avec LR. Depuis, à gauche, on se renvoie la responsabilité de l'échec des négociations. Tout ça, au final, fragilise la candidature de Jeanne Barséguian, dont la réserve de voix est limitée. Mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise dans cette campagne qui n'en a pas manqué. Merci beaucoup Emmanuel Viau. On va revoir la une des dernières nouvelles d'Alsace aujourd'hui, consacrée donc aux difficultés de la filière viticole. La distillation s'impose, c'est à la une de votre journal. Merci d'avoir été avec nous. Nathalie, Strasbourg, on l'a vu, entre deux tours à suspense avec des finalistes qu'on n'attendait pas. Est-ce que du coup Strasbourg devient le meilleur espoir de victoire pour La République En Marche ? En tous les cas, c'est assez inattendu. C'est-à-dire que La République En Marche, je pense, avait de bonnes chances d'avoir Strasbourg il y a un an de ça, si vous voulez. Je pense qu'ils avaient fait une croix dessus et là, ça redevient possible. Alors après, il faut voir ce qui va se passer effectivement en relation avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance du vote vert. Je pense que la dernière semaine de campagne va être très importante. Ça va être une campagne nationale, quoi qu'on en dise. Donc est-ce que l'importance du vote vert au vote national, sur le plan national, va compter à Strasbourg ?
Je ne sais pas, moi, ce que je trouve le plus intéressant à Strasbourg, si vous voulez, c'est l'illustration que dans une élection, l'équation personnelle est très importante. On voit bien qu'ici, ce sont des querelles de personnes qui ont fait que les accords se sont faits ou ne se sont pas faits. Et on voit ça souvent de Paris, mais en fait, effectivement, l'équation personnelle à Strasbourg était déterminante. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. Je suis incapable de vous dire qui va être maire de Strasbourg, alors qu'il y a 3 semaines, c'était quasiment fait. Et c'est assez fabuleux quand même. Yves, est-ce que vous tentez un pronostic, vous? Non, je ne tenterai pas de pronostic parce que tout peut arriver. C'est vrai qu'on est encore à 3 semaines du scrutin, donc les écarts sont faibles quand même, sont très ténus. Il y a des choses, des rebondissements qui peuvent arriver en dernière minute, des maladresses ou au contraire des propos qui portent. On verra. C'est vrai que ça serait assez... je dirais, inattendu que la REM finalement arrive à gagner Strasbourg alors qu'elle va perdre là où elle devait gagner. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à perdre puisqu'elle n'a rien. Mais là où elle devait gagner, en principe, on pensait évidemment à Paris, on pensait à Lyon, ça ce sont des paris qui me paraissent, des défis qui me paraissent insurmontables pour eux, pour la République En Marche. En revanche, l'Alsace, Strasbourg, ça serait quand même un beau symbole d'ailleurs pour le président de la République, puisque c'est quand même un président de la République qui est extrêmement pro-européen, et Strasbourg étant jusqu'à nouvel ordre, capitale du Parlement européen, et ben ça serait un beau symbole. C'est vrai que c'est une ville qui correspond, je dirais, à ce centrisme qu'il essaye d'imposer, ou ce nini qu'il essaye d'imposer. Là, ils sont quand même un petit peu alliés à la droite. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais le centrisme de Macron, c'est un centrisme giscardien maintenant. On va en parler, mais Jacques Tranteau, on le disait, un pas d'union donc entre les socialistes et les écologistes. Est-ce que du coup, comme le disait Nathalie, la clé à Strasbourg, c'est le vote vert? Pronostic, et je vais me le permettre puisque je connais très bien la ville pour y avoir vécu pendant 5 ans et connaître une partie des protagonistes. Et donc mon pronostic, c'est qu'Alain Fontanelle sera élu maire de Strasbourg et Jean-Philippe Vetter président de l'Eurométropole. Pourquoi je pense ça? Parce que, comme Yves Tréhard l'a dit, c'est une ville profondément centriste, qui n'a eu de cesse d'osciller ces dernières années entre le centre droit et le centre gauche. Et vous avez Alain Fontanelle, qui est le dauphin désigné depuis très longtemps de Roland Ris, maire en place, sénateur, qui correspond à la sociologie en fait de la ville. Ce qui est surprenant, c'est que ça va être une sorte d'alternance interne. C'est-à-dire que, je m'explique, on va avoir des gens qui autrefois étaient au cœur du dispositif socialiste. Par exemple, Alain Fontanelle, il était quand même, il faut se souvenir, secrétaire national à l'animation des fédérations socialistes. C'est quelqu'un qui a adhéré au Parti socialiste à l'âge de 17 ans. Roland Ris, c'était main dans la main avec Catherine Trottmann. Et donc là, on va avoir une rupture avec le basculement, j'allais dire définitif, de la République En Marche vers la droite, alors que l'alliance naturelle eût été qu'il se rapproche, que Alain Fontanelle se rapproche de Catherine Trottmann. Ce sont des gens qui se connaissent très très bien. Et donc vous allez avoir la principale victoire des macronistes et ils pourront s'en targuer. Effectivement, ce sera un beau symbole puisque capitale européenne, mais franchement quelque chose de peu lisible pour le grand public. Parce que vous avez une valse des étiquettes qui est vraiment étonnante, quoi. On y comprend, on y perd son latin, comme on dit. Rapidement, Nathalie, si les pronostics de Jacques sont bons, est-ce que les Républicains ne vont pas apparaître comme ceux qui ont offert la victoire à la République En Marche? Et ce ne sera pas le seul cas, géographiquement, parce qu'on voit qu'un peu partout, dans des villes importantes, les Républicains arrivent en support de la République En Marche. Ça va sans doute poser un problème au président de la République qui veut donner une bascule un petit peu plus à gauche à son mouvement. Oui, voyons voir. C'est vrai que ça va être un problème. Allez, on va parler d'une autre ville, on va parler de Nantes. On rappelle les résultats du premier tour à Nantes. C'est la maire sortante, la socialiste Johanna Rolland, qui est arrivée en tête avec plus de 31% des voix devant la candidate de la droite Laurence Garnier et les écologistes, deux candidates qui ont chacune frôlé 20%. Et Valérie Opelt, la candidate de la République En Marche, qui a obtenu 13% des suffrages. Jacques, vous faites un papier sur Nantes dans Médiacité. Est-ce que Nantes, c'est l'occasion manquée des écologistes? Oui, parce que Nantes, souvenez-vous, était citée parmi les villes gagnables par Yves Jadot. C'était avant même que la campagne ne commence. Nantes aurait dû avoir des résultats comparables à Strasbourg en termes de vote écologiste. Il s'est passé plusieurs choses.
Déjà, la maire en place n'a pas démérité et elle décroche très peu. Elle perd 3 points, en fait, par comparaison à son mentor Jean-Marc Ayrault, d'un scrutin sur l'autre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Verts n'ont pas réussi à trouver un point d'accord avec une liste citoyenne qui s'appelle Nantes en commun. Et Nantes en commun a fait à peu près 9%. Si on additionne les voix vertes avec les voix de cette liste citoyenne, on arriverait à l'étiage qui était espéré. Et donc cet échec initial en fait de fusion avec la liste Nantes en commun et les Verts explique le score relativement modeste des Verts. Alors ils ont augmenté quand même, mais relativement modeste. Et donc du coup les Verts ont été obligés de se plier et de fusionner avec Johanna Rolland, la maire PS de Nantes. Ils ont obtenu quelques éléments symboliques, et plus que symboliques, notamment ils ont obtenu qu'ils ne pourraient ne pas voter sur certains points qui les clivent. Par exemple, le déménagement du CHU sur l'île de Nantes, par exemple, la fameuse construction, vous savez, la machine, l'arbre au héron. Ils ont obtenu qu'ils ne votent pas pour la vidéoprotection et j'en passe. Et ils ont obtenu quelques acquis, comme le moratoire sur la 5G. Ça va être un peu compliqué parce que Nantes était une ville pilote pour la 5G. Ils ont également obtenu d'avoir des maisons de santé, et là on rejoint le coronavirus, donc des maisons de santé dans l'ensemble des quartiers de la ville. Un doublement du budget pour les vélos, un budget de 10 millions d'euros pour les SDF pour en fait abriter les sans domicile. Donc il y a quelques petits acquis symboliques, mais ils sont obligés de se glisser sous la coupe socialiste. Yves, il y a très peu de suspense à Nantes, c'est un petit peu la. Il semblerait qu'il y a assez peu de suspense, effectivement. C'est une ville très agitée, Nantes. Vous savez, ça a souvent été une ville qui était réputée dans les classements des journaux pour son air pur, sa qualité de vie, une ville apaisée. Et finalement, on s'est aperçu que l'actualité de ces dernières années en ont fait une des villes les plus turbulentes, avec des manifestations très souvent violentes liées à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs, ce qui aurait pu, d'ailleurs, d'une certaine façon, donner un coup de pouce aux écologistes. Mais c'est une ville qui est quand même enracinée, je dirais, dans un socialisme bon teint, qu'incarnait très bien Jean-Marc Ayrault, et que sa successeur a su entretenir. Donc Nantes, semble-t-il, va garder son fil socialiste. Ouais. Nathalie, rapidement. Oui, et Johanna Rolland, elle a gouverné sa ville pendant 6 ans avec les écologistes qui ont adopté, je ne sais plus, mais je crois que c'est de l'ordre de 95% des mesures. Donc dans le relatif faible score des Verts, il faut aussi voir ça. C'est assez incompréhensible pour le lambda moyen, les lecteurs nantais, d'essayer de comprendre pourquoi les écologistes n'ont pas voulu d'accord au premier tour, alors qu'ils ont gouverné en acceptant toutes les mesures. Donc voilà, ça aussi, je pense que ça explique un petit peu le relatif faible score des Verts à Nantes. Allez, on va poursuivre notre tour de France de la campagne. On va aller à Reims retrouver nos partenaires de l'Union Lardonnais. Bonjour Grégoire Amir-Tamasseb, vous êtes responsable des contenus régionaux de l'Union Lardonnais. On va parler des municipales à Châlons-en-Champagne dans quelques instants, mais d'abord votre une et votre dossier du jour consacré aux étudiants face au casse-tête des jobs d'été. Bonjour, oui tout à fait. Habituellement à cette période de l'année, les étudiants ont globalement tous trouvé un job pour l'été, mais cette année, crise du coronavirus oblige, que ce soit les entreprises ou les petits commerçants ont beaucoup plus de mal à recruter. En tout cas, elles se sont réorganisées en interne et n'embauchent pas ou très peu. Donc on a ainsi le témoignage de pas mal d'étudiants qui, comme on dit, ont galéré, ont envoyé des dizaines et des dizaines de CV, ont fait toutes les boutiques en porte-à-porte. Alors tous nous disent qu'ils sont tombés finalement à la mauvaise période. Et puis évidemment derrière il y a des conséquences, parce qu'au-delà du job d'été pour se payer des vacances, c'est aussi pour beaucoup l'occasion d'avoir un peu d'argent pour la rentrée, pour se payer des fournitures scolaires, pour payer une partie de leur loyer, ou en tout cas des cautions. Donc c'est un vrai casse-tête, et c'est pour beaucoup, ça laisse présager une rentrée économiquement difficile. Et justement, parce que vous parlez d'économie dans votre dossier éco, vous abordez la question des e-boutiques, un nouveau créneau pour le Champagne. Oui, parce qu'évidemment, toujours dans cette période compliquée ces 3 derniers mois, même si ce n'est pas la période où les ventes de champagne les périodes où les ventes de champagne sont les plus importantes, il n'y a pas eu beaucoup de ventes chez les producteurs, puisque les gens ne pouvaient pas se déplacer.
Donc les consommateurs se sont reportés sur Internet, et le champagne, le monde du vin en général et le champagne en particulier, ne sont pas forcément très avancés dans ce domaine du e-commerce. Donc on a vu certaines maisons comme les maisons Palmer ou Cattier lancer leur boutique en ligne en avril. Bon, c'était une réflexion qui était plus ancienne, elle n'a pas été du tout spécialement faite à l'occasion de cette crise, mais il s'est avéré qu'ils ont développé et ça marche bien, donc ça permet d'avoir une nouvelle clientèle, de la fidéliser. Bon, à l'arrivée, ce sera pas non plus, ça ne va pas remplacer des ventes au quotidien, que ce soit dans les boutiques ou dans les maisons de champagne, mais c'est un complément intéressant pour le monde du champagne. Allez, on va parler des municipales. Municipales à Châlons-en-Champagne. On va rappeler les résultats du premier tour. C'est Benoît Apparu, le maire sortant, qui est arrivé largement en tête avec 46% des voix devant le candidat de la gauche, Rudy Namur, 25% des voix. Et deux candidats derrière ont également franchi la barre des 10%, Alan Pierre-Jean et Dominique Vattel. Ils étaient donc 4 à pouvoir se maintenir lors de ce second tour. Quelle est la configuration du scrutin du 28 juin ? Eh bien, on prend les mêmes et on recommence, puisque ce sont de nouveau 4. Rudy Namur, qui a essayé de créer une liste, en tout cas une liste de rassemblement, s'est tout de suite vu opposer une fin de non-recevoir par les deux autres candidats sortants. Donc finalement, on va se retrouver avec une quadrangulaire, dans un contexte particulier, alors comme tout le monde au plan national évidemment avec la crise, mais plus particulièrement aussi à Châlons, parce que Benoît Apparu a été testé positif fin mai, donc au coronavirus, donc il est asymptomatique, donc pas de souci particulier pour l'ancien ministre, mais ça l'oblige un tout petit peu à revoir sa campagne, même si, comme il a expliqué via une vidéo sur Facebook, il continue d'exercer ses fonctions de maire et la campagne grâce aux outils en visioconférence. Donc, on va dire cette quadrangulaire lui ouvre en fait une voie royale parce que voilà, il n'y a pour lui, je veux dire, aucun souci particulier, sauf énorme surprise, on ne voit pas comment, pour être réélu. En 2014, d'ailleurs, il y avait déjà une configuration, mais c'était une triangulaire cette fois-ci, où il a été sorti vainqueur assez largement. Merci beaucoup. Merci à Grégoire d'avoir été avec nous. On va revoir vos deux unes, la une de l'Union, la une de l'Ardennais, consacrée donc au casse-tête des étudiants face au job d'été, la galère des jobs d'été. Et pour l'Union, il n'est pas facile de trouver un job d'été dans l'Ardennais. Merci beaucoup Grégoire d'avoir été avec nous. Yves, au début de ce club, vous nous disiez que cette campagne du second tour était finalement peut-être une nouvelle campagne. Là, Châlons-en-Champagne, c'est l'illustration. Hein. C'est la campagne du second tour calquée sur celle du premier tour. On prend les mêmes, on recommence. Oui, bon, en plus, il n'y a aucun suspense à Châlons-en-Champagne, sincèrement, avec Benoît Apparu, qui est très bien implanté dans sa ville. Alors, là où on peut quand même sourire un petit peu, c'est que Benoît Apparu avait dit qu'il prendrait de la distance avec la politique. Et je pensais qu'il renoncerait à se représenter à la mairie de Châlons, parce que, justement, il avait d'autres centres d'intérêt dans sa carrière professionnelle, et puis finalement le virus l'a rattrapé et il est là, donc il n'y a aucun suspense à Châlons-en-Champagne. C'est une ville qu'il a plutôt, qu'on soit un homme de droite ou un homme de gauche, ou une femme de droite ou une femme de gauche, c'est une ville qu'il a plutôt pas mal gérée, parce qu'à Châlons-en-Champagne il y avait un problème majeur, c'était le départ de la caserne notamment, et puis d'autres aménagements qui ont dû être faits. C'est une ville moyenne, c'est le cas, c'est vraiment le profil type de la ville moyenne, mais il n'y a aucun suspense. Il va évidemment continuer son mandat de maire. Benoît Apparu, ça fait partie de ces maires républicains qui se sont rapprochés de la République En Marche. Hein. C'est un proche d'Édouard Philippe. On voit que lors du premier tour, ça n'a pas été profitable à tout le monde. Hein. On voit Jean-Luc Moudinque à Toulouse qui est en difficulté, Laurent Hénard à Nancy. Benoît Apparu, finalement, ça lui a pas mal réussi. Oui, puis je pense aussi que le fait qu'il ait décidé d'abandonner la politique nationale, parce que c'est vrai que depuis l'élection présidentielle, il n'a jamais pris la parole sur les querelles politiciennes, ni même sur son ancien parti, puisque je crois qu'il a quitté les Républicains. Donc je pense que ça y est pour beaucoup, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il a un gros poste dans une fédération de logement à Paris, et le reste du temps, il le consacre effectivement à sa ville, à Châlons, à laquelle il est très attaché. Et je pense que c'est ça que les gens remarquent, et c'est effectivement la fidélité et l'attachement d'un élu local à sa ville. Là-dessus, il n'a jamais été pris en défaut. Juste quelque chose pour le deuxième tour à Châlons. Il y a eu 32% de participation au premier tour. C'est très bas, moins d'un électeur sur 3. Et il faudra surveiller la participation pour le second tour. On regardera tout ça. Un mot rapidement, Jacques, sur Châlons-en-Champagne.
On parlait de prime au sortant, là on pourrait parler de surprime au sortant, puisque en plus il y a l'aspect compassionnel, puisqu'il a malheureusement pour lui été atteint du virus. Donc là on a un profil parfait d'un maire qui effectivement a quitté toute étiquette partisane, il a quitté les Républicains en 2007. En plus c'est un peu l'homme de la situation, parce qu'il y a un enjeu de requalification urbaine, avec beaucoup de travaux sur des quartiers difficiles, notamment le quartier Schmitt, et comme spécialiste du logement, il est bien placé pour cela. Donc effectivement, le pronostic est assez simple pour Benoît Apparu. Voilà pour ce tour de la campagne. On va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux aujourd'hui avec Fanny Conquis. Et rebonjour Fanny, vous avez donc lu la presse quotidienne régionale pour nous. Qu'en avez-vous retenu ? Oui, bonjour à tous. On va commencer cette revue de presse des territoires avec Ouest France. Le ministre veut une police exemplaire sur les questions de racisme chez les forces de l'ordre. Et bien Christophe Castaner l'affirmait hier lors d'une conférence de presse, ce sera la tolérance zéro. Une suspension doit être systématiquement envisagée en cas de soupçon de propos racistes, a-t-il déclaré. Par ailleurs, sur les méthodes utilisées lors des interpellations, eh bien, le ministre a annoncé l'abandon de la méthode de la clé d'étranglement. Regardons maintenant l'Indépendant. Préserver et faire redémarrer le pays, c'était l'objectif de Jean Castex, maire de Prades. C'est lui qui avait été choisi début avril par le gouvernement pour réfléchir et organiser la tâche délicate du déconfinement. Quel fut son quotidien ces dernières semaines? Comment les décisions ont été prises aujourd'hui? Quel est son rôle? Il a été très discret dans les médias ces dernières semaines, mais ce matin, il accorde donc une interview à l'Indépendant. Et puis on termine avec la une de la Charente Libre. Regardez, lycée, une fin d'année vraiment brouillonne. Hier, la majorité des lycées charentais ont rouvert. Il reste un mois avant la fin de l'année scolaire. Cette année, suite au coronavirus, on le sait, le bac se fera uniquement par contrôle continu. Mais pour les jurys, c'est encore flou quant à l'organisation. Quels enseignants y participeront? Comment faire pour évaluer les lycéens qui se situent en zone blanche, qui n'avaient donc pas accès aux cours en ligne? L'article est donc à lire ce matin dans la Charente Libre. Merci beaucoup Fanny pour cette revue de la presse quotidienne régionale. On va regarder vos unes. La une du Figaro, Yves, consacrée aux États-Unis, la fracture raciale au cœur de la présidentielle. Bah oui, c'est un sujet qui n'est pas nouveau d'ailleurs aux États-Unis, mais qui a été, je dirais, qui est plus que jamais d'actualité avec la mort de George Floyd, et qui met, pour le coup, là, on a l'impression d'un retour en arrière, si vous voulez, on a l'impression de se retrouver dans les années 60, ce qui veut dire que le passage à la Maison-Blanche de Barack Obama n'a pas changé, finalement, le climat dans ce pays où la minorité noire, parce que c'est vraiment une minorité, c'est 13% de la population, et cette minorité souffre de toutes les discriminations, finalement, et de toutes les pauvretés, je dirais. Donc le pays n'a pas beaucoup évolué de ce point de vue depuis 40 ans. Et c'est à lire aujourd'hui dans le Figaro. Parmi les nombreux journaux du groupe EBRA, Nathalie, on va regarder la une du bien public avec vous. Faut-il déconfiner plus vite? Et oui, la réponse est à lire dans nos journaux. Effectivement, on s'est interrogé sur le déconfinement. Est-ce que ça va assez vite? On voit qu'il y a de plus en plus de pression des parents d'élèves, des restaurateurs, etc., d'ouvrir de façon plus large aujourd'hui. Paradoxalement, dans notre dossier, on voit que les Français, j'ai interrogé plusieurs sondeurs, ne sont pas forcément demandeurs à ce que ça aille plus vite. Ils sont demandeurs de plus de clarté dans l'existant. Voilà, c'est à lire aujourd'hui dans tous les journaux du groupe EBRA. Et voilà. Et Jacques, vous souhaitez nous parler d'un sujet, ce sont les certifications électroniques de décès. Oui, écoutez, on a fait une enquête on a publié donc hier sur un sujet qui a été très peu abordé. C'est qu'en 2003, lors de la canicule, décision a été prise de automatiser, d'électroniser en quelque sorte les certificats de décès. Et puis 17 ans plus tard, on s'aperçoit qu'il n'y a que 25% des décès qui sont télétransmis, qui sont transmis de façon automatisée. Et ça pose un réel problème en période de pandémie. Ça avait d'ailleurs été créé pour ça, pour avoir un thermomètre plus précis en cas de canicule ou en cas de pandémie. Et on décrit cet échec, ce fiasco français. On est resté dans une sorte d'entre-deux, avec une partie de certificats qui passe en télétransmission, une autre partie qui reste à la main, pas d'obligation, et donc une sorte de thermomètre qui n'est pas fiable et qui nous a grandement manqué pour avoir en temps réel
à la fois le nombre de décès, le profil des gens défunts, mais également les causes de décès. Et donc, quelque part, on ne peut pas se satisfaire de la situation, et c'est la révélation que nous faisons autour de ce sujet. Et c'est donc à lire dans Médiacité. Et puis je rappelle votre article, on en a parlé, article sur les municipales à Nantes. Comment les écologistes nantais ont manqué leur municipale. C'est à lire sur Médiacité. Merci beaucoup d'avoir été. Je suis heureuse de vous retrouver pour de vrai. Ce club du mardi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien sûr, à 7h30. Le sénateur, ce sera Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Et puis à 8h, l'invité politique Laurent Saint-Martin, le rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Prochain rendez-vous avec l'information sur Public Sénat à 18h. Vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. Vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.